ce soir pour cet événement tant attendu, qui est la finale du concours d'éloquence de l'ESSEC, organisé par cette belle association, la l'ESSEC, que je représente ce soir et plus pour longtemps malheureusement. Ça fait maintenant 7 ans que l'ESSEC a le plaisir d'organiser cet événement sur le campus de l'ESSEC. Et juste pour cela, je voudrais saluer PwC, qui est notre partenaire depuis maintenant 7 ans. Chaque année, la finale du concours d'éloquence, c'est aussi un événement de qualité. Et c'est aussi grâce à la présence de beaucoup et talentueux avocats qui acceptent nos invitations avec beaucoup d'enthousiasme. À cause de certaines contraintes professionnelles, certains d'entre eux n'ont pas pu être parmi nous ce soir, mais les meilleurs sont là. Et ce soir, ils formeront notre jury pour cette finale. Donc pour commencer, je vais accueillir nos avocats. En premier, j'appelle Mathieu Juglar. Mirabeau. En troisième, j'appelle Grégory Saint-Michel. En quatrième, j'appelle Jean-François Pédinielli. J'appelle César Granassia. Enfin, il fera la contre-critique pour ce soir, Bertrand Perrier. Pour cette finale de Berrier, format réduit, nous avons tout de même une invitée d'honneur. C'est pas la première fois à l'ESSEC. Elle nous fait l'honneur d'être parmi nous ce soir. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Caroline Vigneault. Et enfin, cette finale ne serait rien sans eux. Ils ont passé les sélections au mois de janvier, se sont démarqués lors des quarts de finale, se sont surpassés pour les demi. Nos deux finalistes, j'appelle tout d'abord Gatien Poirier. Et maintenant, j'invite Hugues de Saint-Pierre. Sans plus tarder, nous allons pouvoir commencer cette finale. Et je vais donner la parole à Grégory Saint-Michel, 11e secrétaire de la promotion de l'élite. Alors, bon, d'abord, vous dire qu'effectivement, j'ai l'honneur de présenter ce soir Caroline Vigneault, avec qui j'ai déjà eu, par le passé, avoir un rapport. Mais je ne m'en souviens pas. Pourtant, c'était un rapport consenti, en un mot. Et je vais essayer de ne pas répéter les mêmes flatteries que j'avais faites à l'époque. Et vous rappelez d'abord que Caroline Vigneault n'est pas parisienne. Elle ne vient pas de ce microcosme artistique parisien et intellectuel. Elle est née à Nantes, le 5 mai 1975. Je sais que vous dites que c'est un temps où Internet n'existait pas. C'est pas vrai, surtout. Internet n'existait pas et Nantes n'était pas propice effectivement à créer des comiques, puisque cette fameuse chanson que vous connaissez tous commence ainsi. Il pleut sur Nantes, donne-moi la main,
Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Ce soir, j'ai envie de partager avec vous l'amusement, le comique et le sourire. Vous rappelez que la mère de Caroline était orthophoniste, raison pour laquelle dans ses spectacles, souvent vous la voyez s'exprimer un petit peu de la sorte, fruit d'une éducation sans faille. Son père était ingénieur et comme vous pouvez le constater, elle est donc, comme vous, sans doute, d'une petite bourgeoisie provinciale. Bien plus tard, en 2001, après des études catholiques que je passerai, puisque je crois qu'elle est revenue sur ce passé honteux, en 2001, elle intègre le cabinet d'affaires dont le nom n'est pas usurpé, le Grand Ruth. Puis elle s'inscrit dans ce qui fera d'elle probablement cette actrice géniale et merveilleuse dans une troupe de l'UJA, c'est-à-dire de l'Union des jeunes avocats, où la plupart des blagues tournent autour de « Comment fais-tu pour défendre un criminel ?» Eh bien, je prends des honoraires. Elle est excellente. Et ensuite, elle décide j'oubliais bien évidemment l'essentiel, puisque nous sommes tous entre secrétaires de la conférence ici, c'est donc ma grand-mère, puisqu'elle est 11e secrétaire et que je suis son petit-fils, même si je suis plus âgé qu'elle, comprendra qui voudra. Et elle devient secrétaire de la conférence, je crois, c'est en 2006. Puis, n'étant pas satisfaite sans doute de sa profession, elle décide de devenir comique. Elle lance son premier spectacle qui durera, je crois, à peu près 20 ans, qui s'appelle « Je quitte la robe », qui est toujours le même. Je requitte la robe, et puis nous attendons tous, avec bien évidemment impatience, en espérant que ce ne soit pas pour ses 70 ans, j'enlève la culotte, mais pour l'instant, nous en sommes là. Peut-être aurons-nous, je vous montrerai ma prothèse de hanche, ou autre radiographie, sans doute. Elle travaille avec l'immense Anne Roumanoff. Elle tourne récemment à fond avec José Garcia et Florence Foresti, titre du film prémonitoire, puisqu'il passera sur les écrans à fond aussi. Elle a diverses propositions de publicité qu'elle refuse. Des vibromasseurs pour la Redoute, où on lui demande de se frotter la joue, et autres jambons Matrange et quelques protège-slip, mais elle les refuse malgré quelques cachets très prometteurs. Depuis... Saint-Michel. Pardon ? Non, on n'est pas déçus. Alors, vous dire aussi que le début de sa carrière a été très difficile, puisqu'il a fallu se battre finalement dans un milieu communautariste avec une autre avocate qui prétendait effectivement prendre toute la parole, qui s'appelle Ki Yoon Kim, que vous avez aussi invité ici. Bon, la grande différence, c'est que Caroline Vigneault est drôle, ce qui n'est pas Ki Yoon Kim. Et puis que Caroline Vigneault, quand elle est devant vous, a moins de spectateurs que Ki Yoon Kim n'en a. Quand elle n'est pas devant vous, pardon, a plus de spectateurs que Ki Yoon Kim n'en a quand elle est ici. Ce qui nous fait dire généralement qu'elle aurait mieux fait de continuer la Berrier plutôt que de se lancer dans un duo avec sa mère en spectacle. Depuis qu'elle a éliminé toute velléité communautariste, il n'y a donc plus qu'un combat entre elle et Mado la Niçoise qui est sur le même créneau. Je voulais vous rappeler aussi qu'elle sera, je crois, la semaine prochaine à la croisière des Hespérides de Julien Lepers. Je crois que c'est le créneau de 15h, me semble-t-il. Bref, avec les joyeux lurons du foyer de Saint-Eustache. Que voulais-je vous dire d'autre? Oui, vous dire qu'il faut quand même profiter de cette soirée d'avoir Caroline Vigneault, parce que vous avez quelqu'un qui est un petit peu celle que j'aurais aimé avoir, il faut bien l'avouer, et qui vient souvent à nos repas des 11e secrétaires, sublimement habillée. Ce soir, elle ne nous a pas mis de robe assez légère et courte vêtue. Nous en sommes généralement très contents, surtout les plus âgés d'entre nous, quand on vient à ce repas des 11e secrétaires annuels, qu'elle ne manque jamais. Et on se dit tous, mon Dieu, quelle femme idéale, quelle femme nous aurions aimé avoir. Alors on va la partager un petit peu avec vous ce soir. Vous avez beaucoup de chance.
Je suis vraiment, vraiment contente d'être ici. Contente, j'ai adoré faire une école de commerce. J'ai fait un an de prépa HEC, donc ça compte, avant de me rendre compte que oui, c'est à l'époque où la prépa HEC en un an, pour vous donner à peu près une époque que vous n'avez pas connue. Et donc non, vraiment, je trouve ça merveilleux, les écoles de commerce. Je pense que vous allez... en plus, eux, ils sont comme des dingues, parce que bien sûr, vous représentez tous des futurs clients. C'est pour ça qu'ils sont là. Vous allez recevoir leur petite carte. Ils misent beaucoup sur vous. Puis maintenant qu'on sait que vous pouvez devenir président de la République très, très prochainement, je pense que ça les excite vraiment. Je suis très heureuse d'avoir entendu, hein, parce que évidemment c'est mon petit-fils, donc c'est la deuxième fois qu'il fait mon portrait, et c'est en fait c'est le même texte que la dernière fois. Voilà, donc plein d'erreurs, je n'étais pas secrétaire en 2006 mais en 2005, je ne suis pas née en mai mais en janvier. Bref, ces détails sont tellement difficiles à trouver que je comprends que tu te sois trompée. Et donc non, je ne vais pas enlever la culotte tout de suite, ce que j'aimerais, avant de l'enlever, j'aimerais déjà la porter. Et je soutiens d'ailleurs... ouais, non, pas que je porte pas de culotte, c'est une expression qui vient de ma grand-mère. Et je voulais, vous pouvez voir, regardez cette belle estrade, mesdemoiselles, regardez comme c'est beau, toutes ces femmes. La parité à l'ESSEC, on en parle ou pas? La parité chez les secrétaires de la conférence, c'est même pas la peine d'en parler. La parité de façon générale, c'est pas la peine d'en parler. Et c'est ce que je disais dans mon spectacle depuis plusieurs mois. Je disais, moi, je suis féministe, véritablement féministe, et je rêve, j'ai un rêve absolu, c'est de voir un jour ce pays gouverné par une femme, de voir une femme présidente de la République. Et ça fait des mois que je me disais, oh, ça va, on n'est pas prêché. Et du coup, là, maintenant, j'ai un espoir. Alors, si quelqu'un a des contacts avec un de vos amis, je crois qu'il vous a à peu près le même âge que lui, c'est Emmanuel Macron. Dites-lui que ça serait bien qu'il mette une femme, on sait jamais. Ça serait la deuxième fois dans l'histoire de la France qu'il y a une femme Premier ministre. Donc ça, voilà, c'est mon espoir. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que je sais que je vois qu'il y a des filles dans cette... Bon, vous êtes moins nombreuses, hein, ça se voit déjà à l'œil nu. Mais les filles, sachez-le, vous êtes merveilleuses. Ne laissez jamais personne vous dire le contraire. Vous pouvez faire exactement ce que vous voulez. Et même si c'est vrai dans toutes les entreprises aujourd'hui, elles sont dirigées par des mecs, et ben c'est pas grave. Un jour ou l'autre, on a eu le droit de vote. Un jour ou l'autre, on sera aussi nombreuses qu'à l'Assemblée nationale. Un jour ou l'autre, on sera aussi nombreuses que dans tous les ministères, dans tout partout. Et moi, je réclame l'égalité, même dans la médiocrité. Et croyez-moi, mesdames, on sait être aussi médiocre qu'eux, donc vous avez toutes vos places. Sur ces très belles paroles, je vais inviter notre premier finaliste. Qui est un garçon, je tiens à préciser. Comme le deuxième. Gatien Poirier, qui passera sur le sujet « Si deux hommes sont toujours d'accord, l'un d'eux est de trop ». Gatien, Bonjour. Bonsoir. Salut. 7 avocats, 10 minutes par avocat, 2 candidats, une délibération, Bertrand Perrier qui va sans doute s'éterniser. Nous sommes partis pour à peu près 7h38 de conférence. Installez-vous bien, la soirée risque d'être longue. Mercredi 3 mai. Je chillais chez moi. J'avais pas grand-chose à faire. Je reçois mon sujet. Si deux hommes sont toujours d'accord, l'un d'eux est de trop. Churchill. Un sujet hilarant qui aurait suffi à lui seul à dérider Derrida. Bien sûr, je plaisante, hein. Je pensais qu'on allait faire comme en demi-finale, qu'on me donnerait une citation d'Astérix ou un sujet sur l'accent marseillais, les Marseillais contre César, les 12 travaux des Marseillais, ça c'est drôle, merci Plaid et Sec. Alors que là, bon, déjà, on suppose que seuls les hommes peuvent être d'accord. Le sujet m'a énervé. Que les femmes n'ont qu'à faire leur truc de femmes. Ensuite, on ne me dit pas que c'est Churchill, je suis obligé d'aller le chercher, hein. Non pas que je ne le sache pas déjà, mais question formalité, il va falloir revoir ça. Je ne suis pas d'accord avec le concepteur de mon sujet.
En revanche, j'ai senti un truc, mon contradicteur, Hugues de Méhéran de Saint-Pierre, avait une vraie passion pour ce sujet-là. Il m'a dit, hein, tout bonnement, on était entre nous. J'y vois pour ma part une exhortation manifeste à invoquer Socrate et la sempiternelle réfutation qu'il oppose aux politiques convaincus de la convenance de leurs opinions. Je te conseille les nuées d'Aristophane à ce sujet, c'est désopilant. Il a fait comme vous, il a rigolé, il s'est bidonné. Moi j'étais, voilà, comme maintenant, il a, super. En d'autres mots, les cuistreries, les tchatcheurs chill. Constat. Nous n'étions pas d'accord. Explication, c'est la partie un peu sérieuse, si je puis dire. Churchill a raison, il y aura toujours du désaccord. Nous pouvons voir et entendre les mêmes choses et avoir une expérience différente de ce qu'il s'est passé. En fait, nous traitons et interprétons tout ce que nous vivons en fonction des expériences que nous avons eues par le passé. Et là, je voudrais rappeler que, par le passé, certains ont toujours trimé sous le soleil de plomb de la province profonde, alors que d'autres se sont contentés de bronzer à l'ombre des particules de leur nom de famille. En fonction de nos expériences, qui sont, comme je l'ai dit, très différentes, nous développerons des valeurs, des convictions qui nous seront propres. Nous serons convaincus. C'est convaincu parce que j'ai que 19 chaises. Facile. Bref, nous serons convaincus. Je ne vais pas la faire. C'est vraiment cette conviction qui importe ici. Hein. Vous n'êtes pas d'accord, certes, mais sachez pourquoi. Prenons la pensée utilitariste que je partage. Une personne porteuse d'une conviction est une force sociale équivalente à celle de 99 qui n'ont que des intérêts. Si vous êtes convaincu qu'une idée vaut la peine d'être défendue, alors vous aurez bien plus de force. Conformément à cette phrase, et selon moi, 2 hommes auront beau être toujours d'accord, s'ils sont convaincus, aucun d'eux ne sera de trop. Mais concrètement, c'est vrai, vous ne trouverez jamais personne qui sera toujours d'accord avec vous sur tout. Une fois encore, Churchill a raison, c'est évident, il y en aura forcément certains qui diront chocolatine, il y en aura qui seront plus figues que raisins. C'est peut-être triste à dire, mais la vie sera toujours faite de désaccords. Il suffit de voir Churchill et De Gaulle qui remettent d'anciennes rivalités coloniales sur le tapis pendant la guerre, la Syrie, le Liban, Madagascar, vous le savez sans doute, peut-être à l'ESSEC. Mais aussi tous ces hommes qui se sont faits les héros d'une vérité anachronique. Nelson Mandela, Newton, Galilée, ou encore Ribéry, qui suis passé par d'autres chemins, qui n'a pas été facile de tourner la roue tourne. Il y aura toujours du désaccord, je ne suis pas le seul à le dire, je pense bien sûr à Bachelard, la vérité n'est qu'une erreur rectifiée issue de la psychanalyse de nos erreurs initiales. À Popper, la validité d'une théorie scientifique ne peut être définie que comme vérisimilitude. Vous ne savez jamais si un illustre inconnu viendra invalider une théorie scientifique du jour au lendemain. Einstein a failli le faire plusieurs fois. Failli. Mais ce que je vous demande, c'est de comprendre que même s'il y aura toujours du désaccord, un désaccord nécessaire d'ailleurs, c'est comprendre pourquoi il existe, comprendre l'origine de ce désaccord. Il est le résultat d'une divergence de conviction. Je sais que le désaccord sera toujours présent. Mais je sais aussi que ce n'est pas une raison pour s'y enfermer. Dans ce cas, je ne souhaite pas croire à la citation de Churchill dans son sens premier, au pied de la lettre. Mais contre lui, et par conviction, j'aimerais conserver un idéal. L'idée selon laquelle il est possible d'aspirer à un accord honnête et convaincu. L'idéal selon lequel nous tous ici pouvons trouver quelqu'un qui partage notre manière de penser, nos convictions. C'est d'ailleurs un peu la base de toute amitié, vous vous entendez avec quelqu'un parce que vous pensez comme lui. Refuser ça, c'est refuser l'existence de l'âme sœur, c'est refuser de croire que le lion un jour pourra s'associer avec le cafard. C'est faire partir Blanche-Neige avec Grincheux, c'est imaginer que les secs puissent un jour faire partie des écricomes. Restez vous-même, soyez vrai et convaincu. Ribéry disait « Arrêtez de vous battre ».
Peut-être ne serez-vous pas d'accord avec votre voisin. Peut-être qu'il dira sac et vous poche. Peut-être que vous voterez Jean Lassalle et lui Philippe Poutou. Qu'importe, l'important c'est que vous restiez sincère, convaincu et honnête. Honnête avec les autres, mais surtout avec vous-même, car dans le cas contraire, vous risquerez gros. Je m'explique. J'ai eu 4. Aux entretiens de l'essai. 4. Alors d'abord, vous le direz à tous vos amis, c'est possible d'intégrer avec 4, mais sachez que ce 4 m'a vraiment hanté. J'étais même persuadé que ce jour-là, j'avais été bon. Je me suis rendu compte du problème qu'à l'issue d'une longue réflexion sur moi-même, j'avais construit un personnage parfait, qui n'était pas moi, mais parfait. J'avais même réussi à me convaincre que ce personnage, finalement, c'était moi. J'avais oublié qui j'étais pour me concentrer sur l'illustre regard d'un jury à la recherche de commerciaux prometteurs, pourfendeurs, de fanfarons peu braves, trop en accord avec la norme, trop en accord avec l'accord lui-même, et donc de trop. C'est là qu'intervient Churchill. Si vous êtes d'accord sans être convaincu, vous serez de trop. Sachez pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Mais par pitié, évitez l'accord de façade, écueil dans lequel je suis tombé ce jour-là. En fait, je profite ce soir pour vous le dire, je suis comme ça dans la vie. Je n'aime pas trop le conflit. Dès que je sens venir la discorde, soit je m'éclipse, soit je lance une bonne grosse vanne bien dégueulasse, histoire de désactiver les tensions. En fait, non seulement je n'aime pas le conflit, mais jusqu'ici, j'ai refusé le conflit. J'ai refusé de me livrer en entretien, j'ai refusé toute discussion. Pardon, micro. Je préfère rester superficiel, faire des vannes, rigoler, au moins personne ne pourra me juger. Dans ce concours, j'ai commis la même erreur. Je me suis toujours caché, ceux d'entre vous qui ont entendu parler des tours précédents le savent sans doute déjà, derrière la complaisance d'un humour dont le but n'était que de susciter l'adhésion par le rire de l'auditoire. J'ai préféré le ronflant divertissement d'une plaidoirie creuse à la pertinente honnêteté d'un discours assumé. Je n'ai pas eu le courage de porter mes propres idées. Ici, ce soir, j'ai compris que la vérité seule ne suffira jamais à nous libérer si nous ne cultivons pas le courage de l'utiliser. Ici, ce soir, j'ai compris qu'à trop rire, on en oublie de se révéler. Ici, ce soir, j'accepte le conflit. J'accepte le désaccord. J'approuve ce qu'a pu nous dire Churchill avant qu'il ne devienne sénile. Nos très chers avocats auront au fait de montrer que la structure de mon discours ne tient pas la route, que ma thèse aurait dû venir bien plus tôt après l'exorde, qu'il manque une réfutation claire avant mon argumentation, peut-être. Après, comme dirait la fouine, nous marchons tous dans la merde. Avec ou sans les mêmes choses. Qu'importe la forme de mon discours, ce que je m'escrime à vous dire, à vous demander, c'est de rester sincère. C'est un peu le contrat de confiance de chez Darty, si vous voulez. Ne vous souciez pas des désaccords que vous trouverez sur votre chemin, il y en aura toujours, Churchill a raison. Mais par pitié, sachez dépasser ces mots. C'est un peu le message que je voudrais vous délivrer ce soir, et un reproche que j'adresse frontalement à notre Britannique, basé sur ma propre expérience aux entretiens. Cette phrase a beau être vraie sur le fond, elle va contre notre nature. Nous tous, hommes et femmes, cherchons l'accord, cherchons l'amitié, cherchons l'amour, croyons qu'il est encore possible de le trouver. Et en ce sens, ce n'est pas parce que le désaccord est beau et nécessaire que nous devons nous y enfermer. Travaillons sur ce qui nous rassemble, trouvons ensemble ce qui nous fédère. Je conclurai sur notre situation, nous tous ici ce soir. Nous savions avant de venir qu'à l'issue de cette soirée, nous ne serions sans doute pas tous d'accord. Mais nous sommes quand même venus. Nous sommes venus écouter les arguments de l'un et de l'autre. Nous sommes venus voir et entendre, sans doute parce qu'on nous avait présenté cette soirée sous le signe du clash et de la punchline, peut-être parce que nous nourrissions le secret espoir de nous laisser convaincre par l'un des candidats, ou par les deux. Sans doute parce que le désaccord, c'est bien, peut-être parce que l'accord, c'est mieux.
Bonsoir Gatien. Vous m'entendez ou pas? Bonsoir Gatien. Le désaccord c'est bien, mais l'accord c'est mieux. En fait, la citation qui a été utilisée pour définir le sujet est attribuée à Churchill, mais c'est une erreur. Elle est en fait d'Emmanuel Macron lorsqu'il était en communication avec Manuel Valls en investiture législative et lui a dit: si deux hommes sont toujours d'accord, l'un d'eux est de trop. En parlant d'Emmanuel Macron, quand je t'ai entendu parler, Gaëtan, Gatien, c'est pareil. Je me suis dit, ah mais en fait Emmanuel Macron, il a fait des secs aussi. Parce que, en matière d'éloquence, tu voulais une citation d'Astérix, et donc ça m'a replongé dans ces bandes dessinées, et je me suis dit, mais Gaëtan, en matière d'éloquence, c'est un peu comme Obélix avec la potion magique. Il n'est pas tombé dedans quand il était petit, mais quand même, il n'y a pas droit. Pour revenir sur cette citation, elle est quand même très vraie. Si deux hommes sont toujours d'accord, l'un d'eux est de trop. Parce que dans l'assistance, moi je suis d'accord, il y a un seul Indien dans l'assistance. Vous pouvez sortir, monsieur? Vous êtes de trop. J'ai l'habitude d'être le seul. Dans une assistance un peu bourgeoise où on fait semblant d'être éloquent. Allez, dégage. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Bertrand Perrier l'a remarqué, lui, il y a une seule personne dans l'assistance qui s'est permis de gueuler, de violer les règles de courtoisie, tout à l'heure, en chahutant ou en soutenant, j'ai pas très bien compris le langage, il était plus proche de l'animal que de l'être humain. C'est le type avec la casquette rouge, à l'envers. On aurait dû inviter Naïd Morano, elle aurait fait le ménage. En plus, il n'a pas l'air très français, ce monsieur. Gaëtan, tu nous as dit, j'avais oublié qui j'étais. Et j'ai encore du mal à retenir ton prénom. Tu nous as dit que durant les tours précédents, tu n'avais pas eu le courage de porter tes propres idées. Et ça se voit. Ça se voit puisque tu as fait une magnifique imitation de ton ami Philippe, Luc. Et c'est pareil. C'est les rois de France. Mais je suis pour toi, moi, tu vas vite comprendre. Parce que c'était la meilleure partie de ton discours lorsque tu l'as imité. Et là, j'ai compris ton secret. Caroline a déploré le fait que la femme, l'avenir de l'homme, selon Gandhi, n'était pas assez présente dans les instances dirigeantes, en finale du concours d'éloquence. Tu te trompes, Caroline. Mais Gaëtan n'est pas celui que tu crois. Tout ce qu'il a fait depuis le début de ce concours, et même cette imitation, c'est pour plaire à Hugues. Regarde où il est assis. Je sais pas si vous aimez le tennis, mais en général, quand il y a un match de tennis, Federer, Nadal, ils sont assis loin de l'autre pendant le match. Ça se mérite la poignée de main à la fin. On s'est battu, on s'est fait mal. Toi, non. D'ailleurs, tu remarqueras que ton coude est sur la coudoir qui est voisin de ce mytho. Comme pour ajouter au mot la proximité. Mais tu feras ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que j'avais préparé sur toi? Pas grand-chose en fait. Ah si, quand tu as commencé. Ah ça, c'était exceptionnel. Tu nous as dit, il y a 10 branleurs qui viennent parler. En plus, il y a Bertrand Perrier qui est là. Personne ne se lasse d'écouter Bertrand Perrier. Mais toi, tu as dit, on en a pour 7h38. Et ensuite, tu as enchaîné, je reçois chez moi mon sujet. Et là, je me suis dit, ça va être long. Parce que 10 minutes avec toi. 10 minutes avec toi, je crois que c'était même un peu moins. Et ça m'a paru beaucoup plus long que les 7h38 avec Bertrand Perrier. Et je te prie de croire que Bertrand Perrier, dans l'intimité, quand il prend le temps de 7h38 avec toi, il t'en fait des choses. Il t'en dit des choses. D'ailleurs, je crois qu'il a remarqué la casquette rouge. Vous avez remarqué qu'en ce moment, son tropisme, c'était le 93. Et ici, elle est sec. Je crois qu'il a trouvé son petit arabe. Bien. Déjà, on va commencer par couper les téléphones.
Monsieur Poirier, vous êtes évidemment un clone d'Emmanuel Macron, et je veux croire que vous avez été élu non pas par adhésion, mais par une forme de rejet des autres. D'accord, pas d'accord, conviction, idée, tout cela mélangé pêle-mêle dans ce qui passait à vos yeux pour un discours, ce qui passait à mes oreilles pour de la médiocrité. Il vous manquait tout de même, pour réussir le clonage parfait, il manquait ces 3 petits mots, 4 petits mots même, mais en même temps. Je les ai attendus pendant tout votre discours. Il faut dire qu'au début, j'étais très inquiet, comme l'ami Mirabeau, parce que nous avons eu droit à vos conversations de salon avec votre ami. Et là, vous avez parlé des Grecs, des philosophes grecs, et j'ai eu ce sentiment tout à fait étrange, et je crois qu'il a été confirmé par la description que vient de faire Sanjay, que ce que vous connaissiez des Grecs, c'était finalement votre rapprochement avec votre ami. C'était véritablement votre seul élément à peu près, comment dire, hellénique, hellénophile, si l'on veut, parce que, à mon avis, Socrate, vous n'en avez jamais lu une ligne. Quand on construit ainsi un personnage si hanté par le mythe de la caverne et qui n'a jamais regardé vers l'extérieur. Alors, au-delà de votre discours, qui finalement était tout à fait plat et qui ne mérite certainement pas d'être retenu, je crois que vous êtes en fait une espèce de personnage qui s'est trompé de position. Vous vous êtes trompé de position, monsieur, non pas de position intellectuelle, parce que vous n'en aviez pas, mais de position physique. Vous aviez parlé de convaincu et de 19 chaises. Il y a eu une espèce de jeu de mots un petit peu étrange. Il fallait ne pas prendre de notes pour le comprendre, je crois. Et finalement, on a bien compris que le 20e, c'était vous. Ce 20e qui n'allait jamais trouver de chaise, et qui restait debout, planté là, à nous abreuver de paroles mièvres, je me suis dit que vous auriez mieux fait de rester couché avec votre ami, votre adversaire, votre hellénophile, bref, de pratiquer la culture grecque que vous affectionnez. Gaëtan Poirier, ecclésiastien. En fait, ce qui m'intéressait surtout, c'était votre patronyme. Je crois que vous n'avez trompé personne, et si vous en êtes là, c'est qu'on a tous compris qu'il ne suffit pas de changer une lettre pour nous abuser. On a compris que vous étiez Gaëtan Perrier, le fils de Bertrand Perrier, ou était-ce Bertrand Poirier? Peut-être, on ne savait plus, on ne sait pas. J'ai aimé la première affirmation, les cuistreries, les Churchill. Derrida, on voit qu'on est dans le jeu de mots, qu'on a beaucoup cherché, qu'on est dans la toute-puissance. Bon, il n'y avait rien avec le périnée, j'ai noté. Je cherchais, je me disais périnée, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose, plutôt que Derrida, mais il n'y a rien. Bon, c'est un bon choix. Bronzés à l'ombre des particules de leur nom de famille. Bon, ça, effectivement, c'est pas élégant, hein. On est d'accord? Pour votre petit camarade. On verra ça plus tard. Je vous ai écouté, et puis c'est vrai qu'à la sortie, on a tous été un petit peu obsédés par cette campagne présidentielle, et on s'est tous posé la même question, et la même que celle qu'on s'est posée en vous écoutant, mais merde, mais quel est son programme? Quel est son programme? Alors, vous êtes moqué, vous avez rappelé qu'effectivement, pas mal de personnages, qu'ils soient stupides comme Ribéry ou de grands intellectuels ou scientifiques étaient des héros d'une vérité anachronique, et finalement je pense que vous l'êtes peut-être. C'est-à-dire que vous aurez peut-être raison plus tard,
Mais ce soir, on a senti que c'était sans doute trop en avance. Je regardais aussi Bertrand et je me disais, pauvre Bertrand qui a toujours l'habitude d'entendre des discours en ce moment, et maintenant il est devenu très célèbre pour ça, il l'était déjà avant, mais pour d'autres raisons moins avouables, que, à force d'écouter ces discours dans le 9-3, mais que comprenait-il du vôtre, finalement? Et réciproquement, qu'est-ce qu'ils auraient compris dans le 9-3 de votre discours? Rien, je crois. Vous avez dit que vous aviez un idéal, un accord honnête et convaincu. Bon. Ensuite, vous avez dit aussi l'essentiel, c'est d'être sincère, convaincu et honnête. Et là, ça me faisait plaisir parce qu'avant, c'était assez compliqué, on était dans les références et la mystique, etc. Bon, ça tapait haut. Puis là, bon, ça faisait un peu plus Miss France, quoi. J'espère qu'il n'y aura plus la guerre, qu'on sera tous heureux, et puis, bon, on se fera des bisous tous ensemble. Et je trouvais ça vachement sympa. Vous avez dit, et c'était une erreur, parce que quand on vous écoute, on se rend bien compte qu'il y avait pas mal d'âneries, même si ça avait l'air intelligent. Vous avez dit, par exemple, vous aviez le postulat selon lequel l'amitié était naissait d'un accord entre deux personnes sur les choses qu'elles pensaient. Bon, ce qui est faux. Moi, par exemple, Pedinelli aime les jeunes filles entre 16 et 18. Moi, je les aime matures. Comme ça, vous voyez, ça n'a rien à voir. Mais nous sommes amis. Vous voyez, Non, un exemple, on était amis. on était. Bon, c'est un exemple, vous voyez, simple. Oui, j'ai aimé que vous commenciez par Aristophane et que vous finissiez par La Fouine. Bon, je pense que la progression inverse aurait été un mensonge de votre part. Je pense que vous évoluez plutôt vers La Fouine que vers Aristophane, tout comme Cicéron vous est apparemment inconnu, parce que plaire, émouvoir, séduire dans le discours, bon, vous avez oublié quelques principes essentiels, j'ai l'impression, mais c'est pas grave, Cicéron n'est certainement pas si important. Je recherchais d'ailleurs dans vos références, quand vous avez indiqué contrat de confiance de chez Darty, je me suis demandé, est-ce que c'était un romain, un grec? Quel philosophe était-ce? Bon, et puis péroraison, exorde, etc. Très bien, ça c'est dans le discours. Et puis vous finissez sur l'amour. L'amour, travaillons sur ce qui nous ressemble, sur ce qui nous rassemble, trouvons ce qui nous fédère. Et je me suis dit à ce moment-là, oui, l'ennui peut-être. Oui, Caroline Vigneault est vieille. Mais oui, Caroline Vigneault a raison. Et oui, les filles, on est toutes excitées d'être là. Même si vous êtes aussi nombreux ce soir que dans l'intégralité du Parti Socialiste, on est chaud comme des baraques frites. Oui, les filles, prenons le pouvoir ce soir. Enlevons nos culottes, brûlons nos soutifs. Caroline a raison. Ce serait bien qu'Emmanuel Macron mette une femme. Ça changerait. Oui, mesdames, mesdemoiselles, vous êtes merveilleuses. Oui, mesdames, mesdemoiselles, un jour ou l'autre, vous serez aussi nombreuses que nous. Un jour ou l'autre, vous serez sur cette estrade et nous n'y serons plus. Un jour ou l'autre, comme l'a si bien dit Caroline, vous aussi aurez le droit à la médiocrité et pourrez prendre la place de, comment s'appelle-t-il déjà? Gatien Poirier. Gatien Poirier, l'orateur soporifique qui chill chez lui et qui prétend tchatcher à base de clash et de punchline, et il n'a aucune idée de la signification de tous ces mots qu'il a trouvés sur internet hier soir en préparant son discours, et qui en fait passe son temps à citer des intelligences qui lui sont supérieures: Nelson Mandela, Einstein, Ribéry. Poirier qui veut prendre notre place à nous et qui commence très élégamment son discours en se moquant de Hugues de Saint-Pierre. Oh, mais
Tu crois qu'on est là pourquoi? Tu crois qu'on est venu pour les pastilles PWC? Placement produit. On va s'en occuper de Hugues de Saint-Pierre, t'inquiète pas. Surtout que toi, tu te moques de lui en le refaisant, en train de citer alors des gens que je ne connais pas, probablement des joueurs de Ligue 2, Aristophane, Socrate. Mais toi, tu nous fais des citations encore plus chiantes. Comment c'est possible? Et tu nous fais des blagues nazes, encore et encore, avec le mot convaincu, qui visiblement t'excite beaucoup et que tu trouves visiblement très approprié, trop approprié, alors qu'il s'agit de nous parler de l'accord de deux hommes, et ça tu comprends, c'est vachement inquiétant parce que nous, après, on est obligés d'aller boire un coup avec toi quand tout sera fini, alors que vous rentrerez chez vous bien tranquillement. Toi tu dois revenir en plus. Ah mais j'ai un chien de garde. Et tu nous énonces des vérités, comme le fait que les femmes entre elles ne pourraient pas être d'accord, comme si tu connaissais des femmes. Tu nous dis qu'il est possible d'aspirer à un accord honnête et convaincu. Qu'est-ce que c'est qu'un accord convaincu? J'ai toujours pas compris. Et je pense qu'en fait, pour toi, il est juste possible d'aspirer, point barre. Mais tu as tout de même raison, nous pouvons voir et entendre la même chose et ne pas avoir le même ressenti. Toi, je suis sûr que tu penses que tu as fait un bon discours. Et moi, je ne vois qu'un convaincu, en 2 mots. Et rassure-toi, au moins, tu as une chaise. Bon, je vous dois la vérité. Je ne pensais pas arriver à l'école de formation du Sénat. J'ai vu une ambiance de mort et je me pose une question importante. Je me demande si vraiment vous méritez Grégory Saint-Michel. Qu'est-ce que vous voulez? Regardez-vous bien. Vous voulez donc vivre dans un monde où le vêtement est roi. Vous avez face à vous le routard de la Berrier, le Francis Holm du rire. C'est un mec qui pose une pêche après chaque critique. Et vous êtes là et même les chiens dorment. Mais regardez-vous! C'est l'ambiance la plus molle qu'on ait vue depuis la sextape de François Fillon. Caroline Vigneault, vous vouliez une femme à l'Élysée. Elle y était, vous l'avez sous la main. Vous n'avez pas voté pour elle. Et au résultat, on a le convaincu. Alors, en parlant de ce sextape dans cet immense amas de campagne filmé en VHS où, comme en Belgique, les enfants tenaient la caméra pour rembourser leurs études, il y avait quelqu'un debout sur les mains. Gatien faisait le poirier. Tout seul dans un coin, mais alors quand vous lui demandez où est-ce qu'il était, si c'est bien lui sur la vidéo, il vous dit non, c'est un autre. Un autre que j'avais créé. Un autre plus parfait pour passer cette épreuve. Il était là, tout déridé, quoi qu'il faisait froid, et lisant Derrida. Et on se demande bien à ce moment-là, que faisait-il après avoir lu Fichte? Il attaqua Vipère au point. Oui, alors ça, c'est peut-être pour ceux qui s'intéressent à l'expressionnisme allemand ou à Hervé Bazin. Et visiblement, au Sénat, on est plus sur YouTube à écouter de la bossa nova et voir les vidéos de Gatien Poirier. Gatien, celui qu'on appelle l'animal politique, Gatien Poirier, passionné par l'histoire. Alors, on ne colle pas sur l'histoire, Gatien. Il vous cite du Churchill, il vous cite du De Gaulle. Mais, alors, il y a une petite difficulté, Gatien, on va se l'avouer. Pour Gatien, le combat de Mandela était anachronique. Je me demande 30 secondes de concentration, c'est pas trop demandé. Pour Gatien, le combat pour l'égalité des droits entre les Blancs et les Noirs, après la Deuxième Guerre mondiale, était anachronique.
C'était pas le moment, c'était trop tôt. Hein, c'était dans la Déclaration des droits de l'homme depuis 1789, mais Gatien n'était pas habitué. Il demandait une autopsie pour être bien sûr que c'était des hommes. C'est bien, Gatien. Alors je vais vous dire, au moins, Ribéry, il parle pas de Mandela et il sait tirer les coups francs. Il ferme sa gueule plutôt que de venir ici. Ribéry ne croit pas que sophisme, c'est le supplément blénorragie et MST de Society. Gatien Poirier, je conclurai sur notre situation. Nous sommes quand même venus. Pas tous. Vous vous êtes rendu compte que c'est quand même un peu le festival des peines à jouir. Mais c'est pas grave, Gatien. Ça arrive à tout le monde. Et comme on vous le disait, si deux femmes sont toujours d'accord, Gatien, tu les connais pas. Et je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous rassurer. Il y a une seule chose qui peut vous rassurer. Dans ce XVIIIe siècle que vous connaissez si bien et que vous aimez, visiblement, comme Nelson Mandela, les femmes qui portaient la culotte étaient les allumeuses. Parce que ce qu'il y avait de plus sexuel, de plus sensuel, de plus érotique, était justement d'arracher cet objet qui ne servait à rien. Et regardez autour de vous, Gatien. Regardez autour de vous l'effet que vous faites à toutes les femmes qui aiment le XVIIIe siècle. Bon, Gatien, ça y est, c'est fini, tu vois, ce petit moment, voilà, respire. Ça y est, c'est fait, t'as de la chance, il y en a la moitié qui n'est pas vue, donc ça a été moins long. Et je suis pas déçue, les gars, parce que vraiment, c'est bien, il n'y en a pas un qui n'a pas parlé de cul. Donc c'est vraiment merveilleux. Merci beaucoup pour ça, ouais. Bah non, mais c'est vrai, alors, pour échanger, c'est pas la peine de faire genre, j'ai parlé de cul, oui, de l'homosexualité, tu sais, c'est ça. Là, t'as dit, ouais, c'est un garçon, mais non, en fait, c'est une fille parce qu'il est homo. Alors, je veux juste te dire un truc, en fait, même de mecs, quand ils sont homo, ça reste des hommes, en fait, voilà. Et toi, tu te prends pour une fille parce que t'as les cheveux longs, mais sache que tu as une bite, donc non, tu es un garçon. Et quand on parle de toi en disant je suis une fille, faut que tu mettes ce truc au féminin. Donc tu vois, c'est pas heureux, c'est pas ouais les filles on est heureuses, c'est non, on est heureuse. Tu vois, c'est voilà. Tu vois, je prends ta défense, mon petit chaton, mais je sais que Bertrand, j'ai en train de me dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait mon travail, ça se fait pas, là. Donc je voulais juste te dire que j'étais candidate, je te dis tout à l'heure, mais c'est vrai, j'étais candidate en Berrier, je m'en souviens. Donc déjà, t'es resté assis, t'as de la chance que nous on devait se lever. Et ils étaient 7, et en plus j'étais une nana, donc ça tapait bien là où il fallait à base de. Et quand j'étais secrétaire de la conférence d'ailleurs aussi, les grandes critiques étaient toujours les mêmes. Genre, bon, Caroline Vigneault, clairement on sait pourquoi vous êtes là, c'est pas grâce à votre discours, c'est pas grâce à votre talent. Tu prends une fois, deux fois, trois fois. Bon, je vais pas te mentir, c'est vrai que le discours n'était pas génial. On va pas non plus se dire que t'as cassé la baraque. Mais c'était pas si mauvais qu'ils l'ont dit. Voilà, c'est ce que je pourrais te dire en truc positif. Et puis surtout, tu penses à un truc très sympa, on va aller boire ensemble. Et contrairement à ce qu'il vous a dit, moi je pense que le plus sympa, c'est qu'on aille boire tous ensemble. Voilà, et c'est les secs qui payent. Merci. Et nous allons passer. Nous allons passer au deuxième sujet, traité par Hugues de Mérange de Saint-Pierre. Et le sujet est « Je ne m'énerve pas, je me révolte ». Hugues, je t'invite à monter sur scène. Je ne m'énerve pas, je me révolte. Révolte, ce mot vous rappelle sans doute quelque chose, dessine dans vos mémoires embrumées par l'alcool des souvenirs douloureux, car vous êtes tous, à un moment de votre existence, déjà révoltés. La première des révoltes conscientes était contre l'odieuse oppression de maman et le paternalisme étouffant de papa pour obtenir la permission de minuit lors de vos soirées à 15 ans. Aujourd'hui, vous avez abandonné ces luttes enfantines et menez une vie paisible d'étudiant à l'ESSEC, assuré d'un futur qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Vous croyez avoir perdu cette capacité de révolte, dont Ségolène Royal, car ce sujet nous vient d'elle, se disait encore dotée.
Peut-être est-ce parce que vous pensez qu'il n'y a pas de cause suffisamment grande contre laquelle se révolter, et que la tranquille oisiveté de votre existence bourgeoise rendrait toute révolte de votre part au mieux maladroite, au pire inconvenante. C'est une erreur. C'est une erreur car il s'agissait bien de révolte lorsque vous contestiez la décision de vos parents de vous empêcher de sortir. Vous exprimiez votre refus de l'autorité supérieure, votre rejet de ce que vous ressentiez comme une oppression, et cette flamme de la révolte, vous la portez encore en vous, peut-être sans le soupçonner. Moi-même, je suis un révolté. J'ai voté Macron au premier tour de la présidentielle. Ce qui, dans ma famille philo-crypto-lepéniste, fait de moi un marxiste-léniniste révolutionnaire. Et je prie, pour que ma mère ne découvre pas les revues obscènes que j'ai cachées sous mon matelas, si d'aventure elle apprend que je lis Le Monde, je crains que son cœur ne le supporte pas. Ne croyez pas qu'en tant que riche homme blanc hétérosexuel catholique de droite, en France en 2017, je n'ai aucun motif de révolte. Ces 5 années de pouvoir socialiste, qui visiblement vont être suivies de 5 années de pouvoir socialiste, ont fait de moi un homme opprimé. Oppression financière. Oppression financière d'abord, de la fiscalité du capital, de l'imposition sur les successions et du refus persistant d'Emmanuel Macron, malgré mes courriers répétés envoyés à son QG de campagne, d'abolir l'ISF. Oppression sexuelle ensuite, de Madame Taubira, vous la voyez venir, qui, sous prétexte d'égalité des droits, de lutte contre les discriminations et de tolérance envers son prochain, on se demande où elle allait chercher ça, ne cherche en réalité, tous les gens de droite le savent, qu'à faire de nos tontons des tatas et de nos boxeurs des danseuses de ballet. Billy Elliott, nous ne t'oublierons pas. Oppression religieuse, évidemment, de ces 2 femmes croisées dans la rue à la sortie de la messe dominicale de Sainte-Marie-les-Batignolles, dans le 17e arrondissement, qui étaient sorties voilées, comme pour me donner un grand coup de pied dans les racines judéo-chrétiennes. Oppression migratoire, enfin. Des populations africaines, maghrébines et moyen-orientales, qui se prestent à nos frontières et à nos caisses d'allocation familiale, dans le seul but de nous voler nos emplois et me dire « Hugues, le grand remplacement, c'est maintenant ». Alors, je ne m'énerve pas, je me révolte. Mais je ne me révolte pas contre les socialistes. Je ne me révolte pas contre les homosexuels, je ne me révolte pas contre les musulmans et les noirs. Car tout ce que vous venez d'entendre, je l'ai moi-même déjà entendu. Je l'ai entendu de la bouche tout à fait sérieuse de personnes de ma famille. Je l'ai entendu de la bouche d'amis d'aujourd'hui et d'antan, de personnes croisées ici ou là. De personnes qui ont la chance, comme moi, de ne subir aucune discrimination en raison de leur être, qui ne portent en elles aucun motif intrinsèque de révolte, et qui, en fin de compte, s'inventent des menaces pour répandre leur haine de l'autre. En prenant la parole ce soir, contre eux, je ne m'énerve pas, je me révolte. Quand on a la chance de ne pas pouvoir se révolter pour soi, quand on a la chance de ne pas sentir sur ses épaules le poids du jugement, du mépris, du rejet en raison de la couleur de sa peau, de ses convictions, de son orientation sexuelle ou du Dieu que l'on prie. Quand on a cette chance magnifique et rare d'être complètement libre, il nous incombe une responsabilité supérieure, celle d'être exemplaire, de ne jamais donner à personne de raison de se révolter et même de se battre pour les autres. Aujourd'hui, je peux m'engager dans une association, comme Le Refuge, qui apporte aux jeunes homosexuels rejetés par leur famille son soutien. Je peux apporter ma pierre à l'initiative D4She, l'initiative des Nations Unies, qui lutte pour l'égalité des sexes. Je dois, évidemment, maintenir une vigilance de tous les instants, dans l'entreprise, dans ma famille, dans l'éducation de mes enfants. Bien sûr, dans certaines situations, mon action n'aurait aucun effet, et le combat est vain. Toute la force de mes poings, toute la puissance de ma voix ne serait d'aucun secours à ce que Bachar al-Assad, l'organisation État islamique et leurs affiliés massacrent en Irak et en Syrie. Il ne me reste alors que mes convictions, mes valeurs. En fin de compte, il ne me reste que le refuge de ma conscience. Il ne me reste que l'indignation. En fait, l'indignation, je ne sais même pas si j'en suis encore capable. On est tellement habitué aux images violentes, à la banalisation de la misère ordinaire, au petit commerce de la souffrance, à la longue litanie des attentats, des exactions, des tortures, qu'on ne s'émeut plus. On ne ressent plus rien parce qu'on est blasé, parce qu'on est blindé, et on est aussi un peu lâche face à ce qu'on pourrait ressentir si on décidait de secouer un peu notre conscience. Alors on fait semblant. Pour vous donner un exemple, il y a 4 jours, j'étais juré à des oraux blancs d'admission aux écoles de commerce post-bac. Rien à voir avec vous, je vous rassure.
Après quelques minutes de somnolence à écouter une élève de terminale ES, SPECO, m'expliquer son projet professionnel de chef de produit dans les cosmétiques, je me remémorais cette phrase d'un grand Holm, on en a déjà parlé, quitte à passer 2 heures avec un enfant, autant en tirer le maximum, et décidais de la faire travailler un peu pour moi en lui demandant « Qu'est-ce qui vous révolte ?» Elle m'a répondu d'un air grave et inspiré « Les inégalités dans le monde », tout en regardant son iPhone 7 128 Go imitation en rose. Alors j'ai mis 8. J'ai mis 8 parce que son hypocrisie m'a énervé. J'ai eu une réaction stérile et épidermique, comme toujours quand on s'énerve. Ensuite, j'ai réalisé qu'à 17 ans, on ne se rend pas toujours compte de ce que l'on dit, que j'avais mal réagi en la solutionnant de cette façon. Alors je me suis énervé de ma propre bêtise, puis je me suis énervé contre elle de m'avoir fait me sentir bête, et je l'ai descendu à 0. Comme cet ado, on se réfugie dans des postures mondaines. On s'indigne sur commande, on fait des révoltes de salon. En public, on crie au racisme d'un parti politique, en poussant des cris d'orfraie, mais en privé, on trouve qu'il y a quand même trop d'arabes sur la ligne 13. En public, on se cabre devant les inégalités, en jurant la main droite sur le cœur qu'il faut y mettre fin, mais on ne remarque même plus cet homme qui meurt dans la rue, devant qui on passe tous les matins. En fin de compte, je suis bien à l'aise là devant vous, dans mon joli costume, dans mon petit confort, à faire le pitre. Rire ici, c'est bien, s'engager, c'est beaucoup mieux. Plus que jamais, nous devons nous révolter, mais nous révolter contre nous-mêmes, contre nos certitudes, notre individualisme, nos passivités, notre incapacité à nous émouvoir. André Gide écrivait « Quand je cesserai de me révolter, j'aurai commencé ma vieillesse. » Aujourd'hui, j'ai 23 ans, j'ai peur d'être vu avant l'heure, et ma plus grande révolte est intérieure. Je vous remercie. Alors, Hugues, tu mérites ton prénom. Et je ne me suis pas trompé. Tu as menti une fois dans ton discours quand tu as dit « Ah, j'ai l'air bien à l'aise là dans mon joli costume. » Non. Sur mesure, la prochaine fois. Mais on partage avec Hugues un sens commun. Et je comprends ta déception. D'ailleurs, monsieur Méhéric de Saint-Pierre, vous avez entendu le message. Vous l'avez empêché de sortir quand il était jeune, voilà. Il a 23 ans, physique de haut fonctionnaire. Tu as cité Gide, tu as dit le jour où je cesserai de m'énerver, commencera ma vieillesse. J'ai envie de te dire, commence-toi à t'énerver, et là commencera ta jeunesse. Alors, j'ai pas grand chose à dire parce que tu as vraiment été très bon. Très très bon. J'ai été déçu en revanche. Déçu quand tu as dit que tu étais catholique, c'est normal. Blanc, c'est normal. Riche, tu as dit, je crois. Ça se voit sur la cravate de tout à l'heure. Et la pochette, qui n'est pas assortie, qui est vraiment qu'on lui dit. Son cher, je crois. C'est son papa. Vous êtes son papa? Non, c'est... Comment? Il ne le sait pas. Vous pardonnerez Caroline Vigneault, qui est une femme, qui soulève là un secret, mais qu'on est obligé de dévoiler ce soir. Monsieur et tonton Émile, Émile de Méhéric de Saint-Pierre, chez qui Hugues faisait aussi le poirier. Parfait. Et grâce à qui il a obtenu d'excellentes notes aujourd'hui, parce qu'il faisait les cours du soir chez lui, et que, outre le saxophone qu'il a pratiqué durant 10 ans, il a l'habitude de souffler 2-3 trucs chez son. Moi, je lui vais à fond sur les instruments avant. Cassien, t'as vu? C'est ça qu'il fait. Mais ça, c'est le problème des origines sociales. Ah, c'est facile pour moi qui viens d'un milieu privilégié. Ça se voit sur mon nom. Mais voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas acquérir comme ça. Hugues, il les a eues à la naissance.
s'exprime bien, se tient bien, il met le ton. Alors, le problème avec Hugues, c'est que tout a l'air emprunté. C'est monocorde. C'est tellement parfait que, du coup, on n'entend rien et on ne voit plus rien. Et tant mieux. Quand tu as fini de parler, j'ai pensé à Mathieu Juglar et je me suis dit, ah, c'est pas mal quand même quand on t'écoute. Et il a de la chance, Juglar, parce que comme il ne te voit pas, il doit se dire que vraiment t'es excellent. Bravo, bravo. Mais non, Sanjay, tu sais, je n'ai absolument aucune charité en la matière et surtout pas avec cette espèce d'individu censément de droite et en fait macronien jusqu'au bout des ongles. C'est de votre faute, monsieur, si François Fillon n'est pas au deuxième tour. C'est de votre faute. Vous en êtes responsable. Tant mieux, tant mieux. Alors oui, tant mieux dans un sens. Tant mieux parce que, en fait, je me suis vraiment dit en vous écoutant que si on avait eu Fillon-Macron, c'est-à-dire en fait Poirier-Saint-Pierre, ça aurait été vraiment ennuyeux. Alors que là, Marine Le Pen disait beaucoup de bêtises, elle disait même beaucoup d'inepties, mais elle était tellement ridicule que ça en devenait presque drôle. Pour en revenir à vous, vous dites que vous voulez vous révolter. Vous révolter de l'intérieur. On aimerait que ça sorte. On aimerait l'entendre, votre révolte. Et en fait, vous ne vous révoltez pas parce que vous n'avez pas de conviction, vous non plus. Vous êtes dans ce côté aseptisé à nous servir ce discours que personne n'attendait sur le sans domicile fixe ou les Arabes de la ligne 13. Personne n'attendait ce discours. On attendait, au contraire, une véritable révolte, une révolte de droite, quelqu'un qui allait enfin porter la véritable parole et la véritable victoire aux législatives. C'était cela que l'on attendait de vous, monsieur, surtout avec un nom à double particule. On attendait une véritable remontée de la droite traditionnelle, de la droite où l'oncle doit être marié avec la tante. Et non, on a eu la platitude incarnée, le macronisme. Dans 2 ans, vous n'existerez plus. Dans 4 ans, vous ne serez plus qu'un mauvais souvenir. Dans 5 ans, on vous aura éjecté. Alors, par pitié, la prochaine fois, si vous voulez vous révolter, dites vraiment ce que vous allez faire avec vos enfants. Dites-le que vous allez les emmener à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Mais dites-le, on le sait, c'est là que vous avez été élevés. La paroisse, là, je ne sais même plus où c'est, le 17e que vous nous avez cité, c'est évidemment beaucoup trop à gauche pour vous. Ils sont certainement de la communauté de l'Emmanuel, ça vous déplaît. C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes dans une école jésuite, vous êtes finalement proche du pape. Il faut tout de même avoir quelques petites convictions politico-religieuses bien ancrées. Portez-les. Au lieu de nous servir ce triste discours qui fait même penser à Sanjay Mirabeau que je vous féliciterai, alors que franchement, je n'ai eu qu'une seule envie, pour ma part, c'était de vous réserver le sort que vous avez réservé à cette malheureuse élève de terminale, qui était certainement bien meilleure que vous, parce qu'au moins, elle, certes elle dit des banalités, mais elle le sait à 17 ans, alors qu'à 23 ans, vous ne le savez pas. Cher Hugues, vous êtes, je crois, titulaire du CAPA, du CRFP. Vous êtes donc peut-être un futur confrère, ou vous auriez pu l'être. En tout cas, vous avez certainement l'habitude de ce genre de propos, puisque si vous connaissez le monde des avocats, vous savez qu'on peut aussi être d'une parfaite mauvaise foi. La réalité, c'est que c'est vrai qu'au début où je vous ai entendu, je me suis dit que vous aviez un peu un ton, une voix qui était celle d'un commentaire de documentaire animalier. Où l'on pourrait dire ce charmant Margoussin, né dans la savane, tête sa maman jusqu'à l'âge de 18 mois. Et il y avait ce son-là un petit peu, c'est vrai, récurrent. À part ça, il est vrai que moi aussi, un petit peu comme Sanjay, j'ai parfois quelques velléités contre des personnes bien nées, effectivement, parce que moi-même je ne le suis pas.
et que pour arriver où j'en suis, même si c'est pas loin, c'est déjà pas mal. Et donc, du coup, les personnes bien nées m'embêtent toujours un peu parce que j'ai un peu ce même raisonnement de me dire que finalement c'est un petit peu plus facile pour eux. Et puis finalement, quand je vous écoute, je me dis aussi que l'humanisme est quand même bien partagé. Et que vous êtes un bel homme. Et que vous avez, je crois, une humanité qui est remarquable. Et pour quelqu'un précisément qui vient d'un endroit bien né, avec des valeurs qui auraient pu être les vôtres, effectivement, d'un certain repli sur soi, d'un Saint-Nicolas du Chardonnay ou autre, encore pire, eh bien j'ai trouvé votre discours drôle, bien fait, vous avez répondu à la question, vous avez un plan, vous avez des arguments, vous avez un ton, vous avez tout. Et effectivement, exemple, péroraison, le ton, le développement, tout est là. Voilà, donc j'ai pas d'autre chose à dire que je me suis dit, j'ai écrit, je ne m'énerve donc pas, je vous rejoins. Voilà ce que j'ai écrit quant à moi sur le sujet que vous avez traité, je vous en remercie. Pauvre Hugues, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, puisque nous rendons hommage ce soir au 7e art, grâce à Caroline Vigneault, actrice principale du film À fond avec José Garcia, pour ceux qui ne le sauraient pas, ceux qui ne l'auraient pas vu. Et André Dussolier. Qui ça? Moins connu que toi. Pauvre Hugues! Comme le disait Bertrand Perrier lui-même, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes. Oui. Hugues, tu as visiblement beaucoup souffert. Et je te vois. Adolescent, timide et souffreteux, caché sous tes draps, à penser rageusement à Ségolène Royal, plongé dans une lecture frénétique, non pas du Monde, mais de l'intégrale de Guillaume Musso. Oh mon Dieu, quel style! Oui, Hugues, tu as beaucoup souffert et tu as raison. Toi, tu aurais aimé avoir des parents toxicos, avoir des parents chômeurs. Tu aurais aimé que tes parents te battent. Tu aurais aimé être élevé au milieu de 8 frères et sœurs avec qui tu aurais eu des rapports forcés. Hugues, sors donc tes doigts de ta sœur. Combien de fois tu rêvais entendre cette phrase? Oui, Hugues, tu aurais voulu être ch'ti. Alors Hugues, tu as de bonnes intentions, certes, mais toi, ta révolte, elle se limite à voter Emmanuel Macron. On est loin de Che Guevara, à qui Bertrand Perrier, encore lui, pensait rageusement bien caché sous ses draps les nuits d'hiver. Mon Dieu, qu'elles étaient longues. Car lui a été élevé dans le Nord. Et non, Hugues, non, tu as raison, tu ne te révoltes pas contre les musulmans et les noirs. La peur, sans doute. Et oui, Bachar el-Assad peut dormir tranquille. Et si on ne remarque plus l'homme qui meurt dans la rue, on entend encore l'orateur qui se perd et qui nous perd. Toi, ce soir, tu as élevé nos consciences. Et pour ça, merci. Oh. Au début, j'ai eu peur. J'ai cru que vous alliez nous surprendre. Et puis vous avez pris la parole. Et l'être tourmenté s'est effacé derrière le sosie de Franck Sauzet. Et puis, il y a eu Franck Sauzet n'est pas une marque d'apéritif, mais pour ceux qui aiment le football, c'est un joueur de grand talent. Mais peut-être un moins bon orateur que vous. En tout cas, au bout d'une demi-heure. On verra à la mi-temps. Non, vraiment, au début j'ai cru que vous alliez nous surprendre, et puis vous avez débuté. À une intro classique. De tout temps, l'homme s'est révolté. Sous le paternalisme de papa, sous le maternalisme de maman,
sous le populisme de Popol et sous le trumpisme de ma bite. Hugues, vous n'êtes pas un homme opprimé. Hugues, vous seriez plutôt un homme comprimé. Non pas un Doliprane, mais un Roaccutane. Et je voudrais vous rassurer, Hugues, Dussolier aussi, c'est ce que me disait tout à l'heure Caroline Vigneault, Dussolier aussi avait de l'acné. Mais si, on s'en fout, il y a des caméras, ce sera dit, ce sera répété. Mais je vais vous dire tout ce qu'elle vous dit. Et ben quand Dussolier il est invité à boire des coups, comme nous à l'école des mines, et ben il parle de Caroline Vigneault. Il insiste bien pour dire que dans son film il y avait Caroline Vigneault, que c'était pas une daube. Qu'il n'y avait pas que des comiques qui ne tournent plus depuis 20 ans. Petit hommage à José Garcia et à François Sauzet. Ah, c'est dans ces moments-là qu'on a envie de citer le poète et de dire « Oh, pression, suspends ton vol » et dit le nom complet de Hugues, de Méran, de Saint-Pierre, on vous le prépare à la table ou on vous le sert entier. Quelle belle soirée, Saint-Pierre et Saint-Michel. L'un ouvre les portes du paradis, Saint-Michel ouvre la porte du bistrot. Le premier était né juif, le second est juste radin. L'oppression qui, dans beaucoup de ces familles séfarades, hier, le petit commerce de la souffrance dont vous parliez, beaucoup de familles chinoises aujourd'hui, le petit appartement ravioli dont tu parlais, l'oppression ce n'est qu'un beau temps. Je vous laisse une demi-heure, vous allez plancher sur ça, le bouton oppression. T'appuies dessus, tu fais un discours. C'est magnifique. Non, vous êtes moqué de Hugues, mais Hugues, il aime les choses disparues, il aime les choses délicates. Hugues, sur son CV, dans les hobbies, il dit qu'il aime les films Star Wars, pas les figurines. Hein, parce que les autres gens qui t'embauchent sont un peu cons. Quand il dit les films Star Wars, il se dit que le mec collectionne des trucs de tordus. Et il aime les civilisations aztèques, et moi aussi j'adore les fruits, Hugues. Hugues, finalement, j'ai compris qui vous étiez, dans cet amour des civilisations perdues et de ce qui n'a peut-être pas d'avenir. Vous êtes un homme de gauche. Qu'est-ce que c'est que la gauche? Je dis que vous êtes un homme de gauche pas seulement parce que vous aimez faire un site et punir des jeunes filles qui n'ont rien demandé. Pas seulement parce que vous avez des chaussettes rouges, des chaussettes gauche pluriel, rouges et vertes. Non, je dis que vous êtes un homme de gauche au sens où Deleuze le disait, mais ça c'est ce que votre camarade vous a dit, c'est une question de perception. Le type de droite, regardez peut-être autour de vous, pas forcément qu'à gauche, le type de droite regarde d'abord son voisin, il regarde d'abord sa famille, il regarde d'abord près de lui, et puis il avance de proche en proche jusqu'au monde. Et vous, vous faites l'inverse. Vous regardez l'horizon, vous regardez le monde, et vous revenez vers vous, et vous dites une chose que tous les hommes de gauche disent quand ils s'intéressent aux autres. Finalement, ça ne peut pas durer comme ça. Ça ne peut pas durer éternellement. On ne peut pas être aussi salaud, on ne peut pas être aussi méchant. C'est ce que vous pensez, rassurez-moi, Franck Sauzet. C'est bien ce que vous pensez. Vous vous intéressez pas qu'au hors-jeu. Et puis, vous êtes un homme de gauche surtout parce que vous êtes une minorité. Et c'est finalement la leçon que vous nous avez servie ce soir. Dès qu'on se met à penser un petit peu seul, à penser un peu sincèrement, on est peut-être déjà un homme de gauche. On est déjà dans la minorité. Bah voilà, ça y est, c'est fini. Moi, je voulais te dire, j'ai été très touchée par ton discours, d'abord parce que tu as cité l'association Le Refuge, que je soutiens, qui est une association merveilleuse, je ne sais pas si vous la connaissez, quelque chose d'absolument terrible qui se passe dans notre pays, c'est que les parents découvrant l'homosexualité de leur enfant mineur, les jettent à la rue, et les gamins mineurs se retrouvent à la rue et donc sont sauvés par cette association. Donc tu l'as cité, c'est bien. Et c'est vrai que des fois, je suis d'accord avec ce que tu as dit, et j'en parle souvent, on a envie de se révolter, on a envie de faire des trucs, alors sans faire la Miss France, on voudrait lutter contre la faim dans le monde et le reste. Il y a des choses qu'on peut faire, et notamment, il y a un truc qui m'étonne, je ne sais pas pourquoi, il se passe un truc horrible en ce moment au Maldives, personne n'en parle, c'est passé sous silence, donc je vous le dis à vous, je ne sais pas si vous avez des... Non, c'est pas une question de chaude, tu vois. Mais ça c'est sûr, ça ne te parle pas puisque tu es un garçon.
Mais aux Maldives, ils ont mis en place la charia la plus violente au monde. Moi, je pensais bêtement que ça se passait peut-être en Afghanistan ou ailleurs, et non, c'est aux Maldives. C'est-à-dire qu'ils viennent de remettre la peine de mort pour les enfants. Alors attention, on va faire n'importe quoi, pas avant 7 ans, donc ça va. Et puis pour les femmes, je vais vous donner un autre exemple. Il y a quelques mois, il y a une jeune fille de 15 ans qui a été violée aux Maldives et du coup, elle a été condamnée puisqu'elle a eu des rapports sexuels en dehors du mariage qui est totalement interdit. Donc elle a été condamnée à 100 coups de fouet en place publique aux Maldives. Et à chaque fois, je reçois ces petits papiers qui disent que c'est un merveilleux paradis. Je me dis, j'aimerais que les gens soient juste au courant. Donc je vous le dis, je sais pas si vous avez des gens, des amis qui sont journalistes, si vous pouvez même ne serait-ce qu'en parler, si vous en parlez, si tout le monde commence à en parler. Et c'est parce que, pourquoi je vous dis ça, c'est que là, on peut être acteur, contrairement à la fin dans le monde et tout ça. Un truc intéressant, c'est que là, on peut agir. Pourquoi? Parce que les Maldives ne vivent que grâce à une seule chose, c'est le tourisme. Donc si on arrête d'y aller, eh ben, on va pouvoir agir et sauver des vies. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment sympa, donc je vous le dis, comme ça, vous pouvez vous aussi vous sentir acteur. Je sache qu'on vient de la même famille, toi et moi. Je portais mes armes de famille, je suis catho, machin et tout, et comme toi, je me suis révoltée. Et il te reste un truc à faire, mon petit chaton, et je vais t'aider ce soir. Il te reste un truc, parce que dans le discours, tout ça, c'était bien, c'est ton look. Donc si tu veux bien, je vais te demander de monter sur scène 2 secondes, je vais t'aider. Viens voir. J'ai gagné. Les chaussettes kickers. Voilà, arrêtez. Et la dernière chose, mon petit chaton, je vais t'aider, tu vas voir. Détends-toi, ça va bien se passer. Ne t'habille pas comme un jeune. Donc voilà, donc c'est un super beau discours. Juste, voilà, détends-toi, relâche un peu la pression. T'habille pas comme les vieux parce que tu vois ce que ça donne. Désolé, madame. Non, mais c'est vrai. Je trouve que vous. Voilà. Je me demandais mon compte, elle est craquée, elle est pliée. Voilà. Achète-toi des baskets. Est-ce qu'il y a un ancien secrétaire dans la salle qui souhaiterait prendre la parole? Mesdames et messieurs, l'énorme, l'immense, le merveilleux, le tant attendu, Bertrand Perrier. Ils sont dans les villes. Ils sont dans les campagnes. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils sont venus jusqu'à Cergy-Pontoise. Les avocats du barreau de Paris, comme vous. Avec la poudre de perlimpinpin. Et vous, vous êtes 200 000. Et faire venir des gens, c'est notre projet. Et vous là, rendez l'argent. La soirée avait effectivement très bien commencé. La première phrase avait donné le ton. 2 points, ouvrez les guillemets. Ils savent très bien ce que c'est que le bondage. Oui, tu l'as dit, Grégory. Et là, il y a Beaulieu qui s'est dit on va passer une bonne soirée.
bondage, il se dit, plaider sec, c'est ma soirée de l'année. Fist fucking, tu vois, enfin une soirée au point. Bon. Et après, tu as Mirabeau. Donc, Mirabeau, lui, il se moque du prénom de Gatien, Sanjay Mirabeau. Tu vois, le mec, au cas où Marine Le Pen aurait été élue, il a pris un pseudo. Tu vois, il a gardé Sanjay pour dire, bon, ça c'est le côté Macron. Et puis après, il s'appelle, on sait pas comment il s'appelle d'ailleurs, mais il s'est dit Mirabeau, c'est bien. Au cas où la police de l'air et des frontières viendrait demain, je vais m'appeler Mirabeau. Et le mec se fout de la gueule de Gatien, qui est un vrai prénom français, monsieur. Ça, au moins, ça reste chez nous. Pas comme l'autre, là. Votre frère. Je sais pas où il est, là. Celui qui prendra le charter avec toi, tu vois. Franchement, les mecs, ils ont fait un TripAdvisor tous les deux, et ils vont avoir un Paris-Bombay, mais alors gratos, ça va pas faire un pli. Et alors, après, il y a effectivement le mec à la casquette, et Mirabeau, toujours le même, après s'être moqué du prénom de Gatien, dit du mec à la casquette, il a pas l'air très français. Mais mec, mais t'es un maboule, enfin je veux dire, qu'est-ce qui se passe d'un problème? Le mec a peut-être pas voté Macron. D'ici qu'il ait voté blanc, y'a qu'un pas, tu vois. Alors le mec, par ailleurs, gros prosélytisme culturel, puisque le mec pense que la femme et l'avenir de l'homme est une phrase de Gandhi. Bah ouais, il connaît que lui. Eh ouais, c'est l'écrivain maison, tu vois, Aragon. Aragon, c'est pas arrivé jusqu'à New Delhi. Donc le mec, passe-moi le sel, comme disait Gandhi, bien sûr. Évidemment. Et alors après, c'est là que tu vois que le mec a un gap culturel étonnant. Il parle de Nadal et Federer qui sont, pendant le match, assis loin l'un de l'autre. Le mec pense que pendant le match, j'espère que vous visualisez le truc, Nadal et Federer sont assis. Le mec il pense que c'est les Jeux paralympiques, tu vois. C'est les handisports. Non, c'est les mecs qui sont montés sur la table, il n'y a pas de problème. Donc ils étaient assis. Et alors après, le gars, là encore, tu vois, c'est extraordinaire. Sanjay, les autres, je sais pas moi, mais je sais pas, Sanjay, il y a beaucoup. Le mec, à propos de Hugues de Saint-Pierre, dit « Il est blanc, c'est normal ». Franchement, il se passe des trucs dans ta tête, Sanjay, je ne comprends pas. Je sais pas ce que ton frangin indien a fait. Il a dû faire un curry pas frais. Enfin, franchement, c'est incroyable. Et en plus, tu t'es moqué de Gatien qui se comparait à Obélix. Moi, je me suis dit qu'en réalité, tu étais comme Assurance Touriste, le barde, le mec, on en a ras-le-bol de l'entendre, donc on va t'accrocher juste à l'arbre pendant le banquet, tu vas retourner à Gandhi, avec l'autre là, donc la police va arriver, bon voyage, et tu nous ramèneras des spécialités de chez toi. Ensuite... Ensuite, Juglar. Ça, j'adore. La révolte de droite. Mesdames et messieurs, le fils spirituel d'Henri de Lesquen. Oui, espèce de vermine cosmopolite. Tout cela, c'est encore le complot judéo-maçonnique sur 95.6, la radio libre du pays réel de la francophonie, qui est une radio vraiment libre. Au moins, il est là avec son clébard, qui est le seul noir qu'il supporte à ses côtés. Et de
depuis qu'on a eu cet hommage dégueulasse à ce policier homosexuel. Et ça, c'était quand même dégoûtant. J'attendais une vraie révolte de droite. T'attendais rien du tout, mon pote. T'attendais juste que Marine passe pour qu'elle te sucre tes allocs. C'est absolument scandaleux parce que le mec, après, se moque. Et là, je voudrais que vous ayez conscience du truc. Il parle du mythe de la caverne et il dit « Toi, t'as jamais regardé vers l'extérieur !» Mathieu Juglar. Voilà. C'est merveilleux, tu vois. Le chat, il n'en peut plus. Là, c'est le seul mec sage dans cette salle. Enfin, c'est extraordinaire. Et puis à la fin, évidemment, les bons vieux clichés, tu vois, de Radio Courtoisie. Les Grecs sont pédés. Bah oui, évidemment, les Grecs sont forcément pédés. Ça, c'est bien. Alors écoute, retourne faire ton livre journal. Ça va être bien avec ton ami Henri de Lesquin. Et puis surtout, fais ta remontada de la droite et surtout, va te faire voir chez les Grecs. Alors on a ensuite Saint-Michel, qui a donc posé sa galette, et qui regarde donc le soir, en rentrant de boîte bourrée, des documentaires animaliers. Je voudrais qu'on ait une compassion réelle pour Grégory, dont la vacuité de la vie l'incline à 2h du mat à regarder un mec qui dit « Moi, pour aller à la pêche à la pigoulette, je prends mon creluchon. » Et là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Mais c'est normal, car il a quand même confondu Gatien Poirier avec Miss France. Et là, tu te dis, en fait, l'aveugle, c'est pas celui qu'on croit. Et après, si tu veux, il pense que Darty est un philosophe. Bon, mais jusque-là, il est qu'avocat, sinon il aurait fait l'essai. Et puis, après, il te dit, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose avec le périnée. Et là, tu te dis, honnêtement, je ne connais rien de ta vie, mais statistiquement, à ton âge, on devrait savoir ce qu'on peut faire avec un périnée. Donc, il y a là plein de jeunes filles qui ont été éblouies par ton éloquence, et je pense que Saint-Michel pourrait jouer l'archange pour un certain nombre d'entre elles. Mais vous avez bien vu que, évidemment, il y a là une relation extraordinaire avec Caroline, puisque elle est à la fois sa grand-mère, mais plus jeune que lui. Ou l'inverse. C'est Brigitte et Emmanuel. Ils sont là. En même temps, c'est vrai que ce deuxième tour était tout à fait étonnant et tout à fait oedipien entre une fille qui voulait tuer son père et un mec qui voulait épouser sa mère. Il n'y avait là rien que de très classique dans la série des Grecs qui fascine Mathieu Juglar. Donc moi, ce que je voudrais simplement, c'est que vous imaginiez le repas des 11e secrétaires. Ils vous l'ont dit, donc ils se réunissent dans un resto avec que des vieux mecs libidineux qui matent le cul de Caroline Vignon. Eh ben franchement, ça doit être une bonne soirée. En quelque sorte, vous êtes invités ce soir au dîner des 11e. Eh ben franchement, c'était magnifique. Et il trouve que Anne Roumanoff est immense. Le mec qui arrive à mettre dans la même phrase immense et Anne Roumanoff, il doit pouvoir mettre aussi honnête et Nicolas Sarkozy. Mais alors là, franchement, encore bravo. C'était remarquable. Et surtout, dès le début, tu vois, Barbara. Il pleut sur Nantes. Bonne ambiance, tu vois. Aussi, on est venu au bout de la ligne du RER, machin, là. Barbara. Alors, j'ai pour toi beaucoup d'affection et tu le sais. Et finalement, le sentiment que j'ai, c'est aussi celui qu'on a quand on est ancien secrétaire de la conférence. Il porte le nom de la seule radio que tu écoutes, Nostalgie. Alors ensuite, nous avons Pédinier.
Pedinelli, de toute évidence, lui, l'éloquence, ça n'a aucune importance. Lui, c'est un physique. Lui, il se lève, et là, c'est une rockstar. Il prend le micro, et il envoie. Ça n'a aucun sens, mais il gueule. Ouais. Alors on va brûler les sottises. Ouais. Et ça au moins, ça va être un truc de dingue. Avec Mandela, avec Einstein, avec Ribéry et tous les autres connards. Parce que toi, il est juste possible d'aspirer. Ah, c'est une blague sur la pipe. Moi j'adore. Ouais. Moi je suis un truc Ce serait bien que Macron mette une femme, ça changerait. Gag. Mathieu Gallet. En revanche, là où Pedinelli est tout à fait extraordinaire, c'est que sa culture cinématographique fait que il connaît José Garcia, mais il ne connaît pas André Dussolier. Tu vois, c'est quand même magnifique, tu vois, le mec est quand même fantastique. Enfin, il connaît Julien Doré, mais il connaît pas Jacques Brel. Tu vois, c'est un peu son problème. Et puis alors, il est tellement dans la dèche qu'il me prête à moi des citations. Bertrand Perrier a dit, mais pas du tout. Moi, j'ai rien dit du tout. Je m'en fous complètement. Et si tu voulais bien parler avec tes mots, ça me ferait du bien, parce que je préfère n'être dans la bouche des autres qu'avec mon consentement. Donc... Ça va. Non, alors, tu as été très bon. La prochaine fois, tu prendras une veste. La seule chose que je voulais te dire, c'est qu'effectivement, tu as dit il faut être convaincu, vous n'êtes pas convaincu. Il y a une chose qui est vraie, c'est que souvent, un convaincu fait un beau vainqueur. Ah, on a Grénacia, enfin. Franck Sauzet. Alors, Franck, enfin, comment vous dire? Vous n'étiez pas né, et l'idée même de votre concept, enfin, sauf monsieur, évidemment, lui il était déjà grand-père, mais vous n'étiez pas né, et l'idée même de votre conception était totalement dans les limbes. Hein. Donc Franck Sauzet, c'est l'époque de Philippe Vertruy, vous pouvez pas comprendre, c'est l'époque de la coupe Muller, enfin, c'est pas possible, vous pouvez pas. Il a dû en même temps confondre avec Kaiser Sauzet, dont il semble que c'est le frère, tu vois, de Franck Sauzet. Tout ça n'a rien à voir. En même temps, la meilleure blague de la soirée, c'est quand même la civilisation aztèque, j'aime les fruits. Là, je pense que si tu veux, tu as côte à côte Radio Courtoisie et Rire et Chanson. Et le mec, après, il essaye quand même de te mettre un tout petit peu de France Culture, avec dans la même phrase, Fichte et Hervé Bazin. C'est un truc qui n'a strictement rien à voir. C'est les deux derniers qu'il a lus sur Wikipédia. Il a une fonction random. Bon, c'est tombé sur Fichte et Hervé Bazin. Il les a casés un peu en loose comme ça, un peu le traumatisé du bac français, tu vois, hop là, pour te finir avec Franck Sauzet. Et puis après, tu as Trump et ma bite. Voilà. Trump et ma bite. Le couple de l'année, on peut le dire. Hein. C'était incroyable. Et en même temps, après, si tu veux, il y avait la sextape de François Fillon. On voit à quoi il s'excite, César Grénacia. Mais finalement, mater la sextape de François Fillon, penser à Donald Trump pour s'astiquer la bite, eh bien, c'est le seul moyen que César a trouvé aujourd'hui encore pour attraper la Gaule. Alors que vous dire, si ce n'est que vous avez été les victimes expiatoires
de secrétaire de la conférence qui aime juste partager avec vous le goût des mots, que vous avez été très bon, que tu vas bientôt être notre confrère, donc notre concurrent, donc nous te détestons déjà, mais ça n'est pas très grave. Toi, tu feras un autre métier, vulgaire, mais finalement, tu pourras aussi gagner de l'argent et tu seras notre client. Donc, en réalité, vous êtes effectivement côte à côte et d'ores et déjà unis comme dans un seul corps, hein, chez les Grecs, les PD, donc Gilard, hein, qui fait avec son chien ce que vous rêvez de faire ensemble. Vous avez été évidemment merveilleux l'un et l'autre. C'était une très très belle soirée. C'est toujours finalement une très belle soirée que Pledesec organise. Finalement, j'allais dire, l'un va gagner, ça n'a pas d'importance. Peut-être que l'un d'eux aurait dû déclarer forfait comme aux élections du BDE, ce qui aurait permis à l'autre une victoire plus facile. Je dis ça pour les Tijuana. Et je voulais vous dire toute l'affection que j'avais pour vous. Je vous aime infiniment. Quand j'avais votre âge, je n'aurais pas fait le quart de la moitié de ce que vous avez fait ce soir. Alors, je voulais vous dire, oui, évidemment, vous avez été très bon. Poirier, tu nous as mis la tête à l'envers. Et Saint-Pierre, tu avais les clés du paradis. Merci. Merci à vous tous pour ces interventions. Et maintenant, je vais demander au jury de se retirer pour pouvoir délibérer. Ah, c'est le moment fatidique, oui, il faut le faire. Et du coup, je vous prie de patienter quelques minutes. De toute façon, vous avez pris l'habitude. C'est à vous. Et après, vous êtes tous conviés, comme le disait Caroline, à nous rejoindre pour un cocktail en bas de cafétéria. Donc, restez bien là. Les cadeaux, c'est sympa ça. Bravo les garçons, c'était vraiment, franchement, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on en a parlé. Vu votre âge, jusqu'au vous faisiez, je pense que même eux, là, les secrétaires, n'auraient pas fait aussi bien que vous, parce que franchement, c'est difficile de parler dans une salle comme ça, de parler devant eux, de savoir qu'en plus, après votre discours, ils vont s'acharner sur votre cas. Non, vraiment, je vous le dis, avec plus grande sincérité, ils ne peuvent pas vous dire qu'ils n'ont pas le droit, mais tout le monde a été très impressionné par votre talent, et vous devriez, toi, c'est sûr, parce que tu vas être avocat, il faut que tu tentes le concours de la conférence, ça c'est sûr. Et puis toi, tu peux encore changer d'avis et passer le CRFPR pour passer le concours de la conférence. Donc voilà, on a dû choisir, il fallait délibérer, donc on a un nom. Mais ça n'a pas été simple parce que voilà, vous avez deux styles différents, mais voilà, des inconvénients et des avantages dans les deux. Et voilà, donc à une voix près, je peux vous dire, nous avons choisi. Alors, est-ce que je donne les résultats comme ça? Oui, on y va. Et bien voilà, à une voix près, et bien, le gagnant de cette magnifique soirée est donc Hugues de Méhéran de Saint-Pierre. Gatien montre parce que t'as été brillant, alors viens aussi, allez. Pour les cadeaux, donc, nous avons, grâce à PWC, qui est parmi nous ce soir, donc deux petits kits de la Cube. Donc, vous avez tous entendu parler, on a fait un petit jeu concours, une personne aussi a également gagné. Et également un stylo couleur de Pledesec. Voilà. Et j'en profite aussi pour annoncer que Hugues va participer au concours de la fédération étudiante d'éloquence. Ce sera le 24 mai à l'EM Lyon.
Donc Hugues, tu es bien évidemment convié et toutes les personnes qui se portent volontaires pour aller le supporter soient également les bienvenus. Voilà. On compte sur toi pour défendre la couleur de l'enseigne, mais aussi ça peut aider. Merci à vous tous d'avoir été comme nombreux parmi nous ce soir. Je vous invite à nous rejoindre comme convenu à la cafétéria.